Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission du Corner Club. Aujourd'hui, c'est la 10e. On est très heureux de vous recevoir encore dans cette émission sur YouTube et partagée sur les réseaux sociaux. Une thématique particulière aujourd'hui qui plaît beaucoup à Dimi parce que autre passion qu'il a que les comics, c'est l'horreur. Il est un peu spécial, mais c'est pas grave. Et on voulait parler de l'horreur et comics, comment ces deux thèmes peuvent se voir aussi bien dans les comics et les adaptations de séries et cinéma. Et pour parler de ça, on a une invitée vraiment très spécialisée, vu que sa chaîne YouTube s'appelle Les Demoiselles d'Horreur. Demoiselles d'Horreur, il n'y en a pas plusieurs parce qu'elle est toute seule. Bienvenue Judith, merci beaucoup d'être là. Merci à vous et oui, merci de m'accueillir. Mais il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, on va présenter un peu l'équipe et comme d'habitude, il y a Jimmy. Comment tu vas ? Ça va très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien et que si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous aimez le genre horrifique ou du moins que vous vous y intéressez. J'ai hâte de pouvoir en discuter avec une spécialiste. Donc là, on est très content de pouvoir être là pour cette 10e sur cette thématique-là. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ce que tu proposes comme vidéo ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Judith et donc j'ai lancé en janvier 2020 la chaîne Demoiselles d'Horreur qui propose des analyses de personnages féminins dans les films d'horreur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage du film Sleepy Hollow réalisé en 1999 par Tim Burton d'après la Nouvelle Fantastique de Washington Irving. Scream, il se différencie beaucoup des autres par le fait que ce soit un film qui cherche à être un vrai film d'horreur tout en étant une réflexion sur son propre genre. Et puis la différence aussi, c'est que c'est un très bon film. Ô combien sanguinolent, plein d'histoires d'ego, de jalousie et de ressentiment. En somme, le cocktail parfait pour produire ce qu'Aristote appelle le phénomène de catharsis. Et c'est bien de l'effet cathartique des films d'horreur dont je vais vous parler aujourd'hui à travers l'exemple de The Descent. Voilà, donc je suis vraiment axée sur les films de genre, l'horreur dans un sens assez large, et avec un focus particulier sur les personnages féminins, en essayant d'analyser la mise en scène. Ok, voilà. Donc on reste sur le cinéma et les séries. Oui, essentiellement au cinéma, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, du coup, pour préparer la vidéo, c'est qu'on lui a prêté des comics et qu'elle a lu des comics, donc on a une nouvelle passionnée encore, et c'est trop bien. Oui, c'est ça, ce qu'on peut on dire, a fait une que sélection. Quand on s'est rencontrés la première fois, tu nous as dit que évidemment l'horreur, c'était un sujet que tu maîtrisais, on va dire, ou du moins qui t'était très familier, mais que la version comics, beaucoup moins. Et pour travailler cette émission, on a en amont fourni à Judith toutes les clés, en tout cas des ressources pour qu'elle puisse se faire rapido un bagage pour pouvoir être là aujourd'hui et pouvoir discuter de cet aspect de l'horreur. Et du coup, pour débuter la vidéo, on va aller sur une définition. Alors ça va peut-être être un peu compliqué, on n'aura pas une seule réponse, mais quelle est selon vous la définition de l'horreur, Jimmy ? Ok, c'est avec moi que tu commences. Ouais. Ok, super. J'ai vu son regard. Okay. Question délicate. Je pense que tout le monde a une définition plus ou moins de n'importe quel genre. Oui. On pourrait parler de définition de films d'action, d'aventure, etc. Horreur, c'est la première définition qui me vient et elle est toujours sujet à débat et du coup j'adore pouvoir en débattre. Donc peut-être que ce sera l'occasion là rapidement de revenir sur ça. C'est que pour moi déjà, horreur égale peur. Alors, c'est déjà un point qui peut être effectivement ouvert à discussion, mais pour moi, un récit horrifique, quelle que soit sa forme, que ce soit du cinéma, que ce soit une BD, que ce soit un livre, j'en sais rien moi, du théâtre, voilà, quelque chose comme ça, ça doit jouer sur la peur, en tout cas sur des sentiments, on va dire des sensations un peu négatives, donc ça peut être le malaise, ça peut être l'angoisse, qui sont des cousins, on va dire, de la peur. Mais ça doit aller sur ces ressorts-là. Donc, ça va jouer sur des peurs. Ça peut être des peurs. Après, ça peut être évidemment des peurs psychologiques, des peurs nerveuses, des peurs viscérales, des peurs complètement irrationnelles, on va dire, des phobies. Mais voilà, ça va dans ces zones-là. Hein, du coup. On va aller dans ces recoins de l'âme humaine. Et par contre, et après, ça peut... L'horreur n'a pas besoin, si c'est un peu ce que tu sous-entends avec ta question, l'horreur n'a pas besoin d'être gore, d'être violent, d'être... Donc ça rentre pas dans la définition ? Pour moi, première ? Non. Pour moi, non. Moi, je pense que ce serait avant tout l'aspect de la sensation de peur, au sens large du terme, plus que sur... les sous-genres une sorte de checklist un truc d'horreur, il doit y avoir du sang à un moment, par exemple. Ok, d'accord. Ou il doit y avoir un mort, il n'y a pas besoin. Et on sait, on a plein d'exemples de récits horrifiques, réussis ou pas, hein, c'est même pas la question, parce que la question c'est pas quelle est la définition d'un bon récit horrifique, c'est juste l'horreur. Donc voilà, moi ma définition elle serait là. Après. Est-ce que Judith, tu es d'accord ? Alors
plus ou moins. Donc je vais surtout me concentrer sur l'horreur au cinéma, dans ma définition, mais oui, je bien pense sûr. que voilà, ça s'étend aux autres formes d'art. Alors je suis pas tout à fait d'accord pour dire que horreur égale peur, mais alors Jimmy a dit qu'effectivement c'était pas si évident, parce qu'effectivement il y a dans l'horreur plein de genres où la peur n'est pas forcément présente. Par exemple, une comédie horrifique, elle peut clairement rentrer dans le spectre de l'horreur parce qu'elle sera gore, ou parce qu'elle mettra en scène des zombies ou autre, mais voilà, elle ne cherchera pas à susciter la peur. Mais je pense qu'en fait, c'est pas faux non plus, dans le sens où je pense que l'horreur, c'est un peu ce qui englobe tout l'esthétique de la peur. C'est-à-dire que même quand le film ne voudra pas faire peur, son focus, son sujet et sa principale dominante esthétique, ce sera de mettre en scène des éléments qui sont censés d'habitude susciter la peur. Tu vois, même dans une comédie horrifique, ce sera le sang, comme je le disais, les zombies ou autre. C'est toujours, tu vois, que ça cherche à créer la peur ou pas, et quels que soient les moyens avec lesquels ça cherche à l'aborder, c'est au moins... Comment dire, le sujet du film, ça va être quelque chose... C'est le but principal. Oui, voilà, on va dire que spectateur. c'est pas se complaire, c'est un peu négatif, mais je veux dire étudier ce qui va créer l'angoisse ou la peur d'habitude, même si c'est pas fait de manière angoissante. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est un peu large, C'est mais... plutôt clair, Ouais, non, t'es d'accord? Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que j'avais pas envisagé l'aspect de comédie horrifique. Je sais pas, est-ce que du coup, Oui. est-ce que tu mets dans horreur, je sais pas, un Beetlejuice par exemple? Moi j'ai non, mais oui, en fait oui. Bah oui, non, mais en vrai, Oui, si, quand si. tu réfléchis bien, oui, parce que finalement. Beetlejuice en plus, il coche particulièrement les cases du genre horrifique en plus, mais... Non, mais là, ouais. quand tu m'as avec ta définition, j'ai vu ce film-là dans ma tête. Là, j'ai tout de Ouais. suite visualisé ça. Et en version comique, j'ai pensé à un truc qui s'appelle The Goon ou Goon, je sais plus, de Goon, Ah oui. qui est sur ce genre-là où il y a justement il y a des zombies, il y a des choses, il y a des zombies justement, il y a des morts, il y a des revenants, il y a vraiment ce genre d'ambiance un peu gothique à la Sleepy Hollow, mais version limite humoristique quoi. Donc c'est vrai qu'en fait, oui, tu as raison. Complètement. Oh là là, il n'y a même pas de débat, tout le monde tout Ah se non, passe non, bien. bah écoute, elle m'a éclairé, tu as éclairé mon... Alors, à votre avis, pourquoi l'horreur est aussi présent en ce moment, que ce soit dans les films, les séries ou les comics? Notamment dans les comics, il y a eu, et c'est présent sur la table, on en parlera en fin d'émission, un nouveau label chez Urban Comics qui s'appelle Hill House Comics, du nom de Joe Hill, le grand créateur notamment de Lock and Key, avec du coup plein de comics sur cette thématique-là. Au film aussi, on sait que c'est un genre qui commence à beaucoup monter. Ton avis, est-ce que vraiment il y a un attrait au niveau des personnes? Est-ce que c'est plus rentable? En fait, l'analyse qui est souvent faite, c'est que les périodes qui connaissent qui connaissent un certain essor de l'horreur dans les arts en général, c'est des périodes d'insécurité politique ou sociale, d'angoisse, on va dire, au niveau des populations, tout simplement. Donc, c'est bon, ça, je pense que c'est des choses qu'on peut dire de beaucoup de périodes de l'histoire, mais globalement, on vit une période pas forcément facile, avec une évolution politique qui angoisse beaucoup les gens, des doutes par rapport au futur. Tu vois, bon, en plus, là, on a traversé une crise quand même, et on n'en est pas encore tout à fait sorti, assez compliqué avec le Covid. Je pense qu'il y a une angoisse générale qui a besoin de se transmettre à travers que ce soit les films, les comics et les séries. Et dans ces moments-là, oui, les gens ont envie de voir exprimer à l'écran, via les différents médias, forcément leurs angoisses que ça va extérioriser, on va dire. D'accord. Donc, Plutôt que de voir des films drôles qui leur font peut-être du bien, finalement, c'est peut-être... Après, tu peux faire les deux. mais comédie horrifique. Exactement. Non, et puis rien ne t'empêche d'enchaîner une comédie, un bon gros bien film d'horreur sûr. derrière. Non, mais oui, souvent, c'est vrai que ça traduit des angoisses assez généralisées, les gros essors d'horreur Ouais, comme c'est ça. intéressant. Et toi, Jimmy? Alors, sur la partie comics, juste la petite minute information. Donc, les comics horreur, ça existait déjà. Enfin, l'âge d'or des comics horreur, c'était dans les années 40. Ok. Ce qui correspond à une période de trouble, finalement. Donc, il y avait tous les comics, vous connaissez les noms, c'est même si vous en avez jamais lu. Il y avait les Tales from the Crypt, il y a les Weird Tales, etc. Donc, c'était la grande époque des BD horrifiques, donc avec des créatures de marée, des loups-garous, des vampires, des zombies, tout le bestiaire de ces créatures-là, quoi. Ça s'est un peu perdu par la suite parce qu'il y a eu le fameux Comics Code Authority qui a fait de la censure, tout simplement, parce que c'était des œuvres trop subversives, tout simplement. Donc ça pervertissait la jeunesse, alors qu'à la base, c'était des trucs vraiment pas prévus pour la jeunesse. Ouais. Donc, mais l'Amérique a tout de suite dit, enfin les autorités américaines ont tout de suite dit non, refaites des histoires classiques d'aventure, du Far West, des trucs comme ça. Parce très sobre, très mignonne. Ouais. Et qui transmet des valeurs américaines. Oui. Donc on arrête d'être sur de l'horreur ou sur du polar gore, quoi. Et l'horreur, après je suis pas capable de forcément dire s'il y a eu plusieurs remontées en puissance de l'horreur dans les comics par la suite, mais c'est vrai que là depuis quelques années on voit que c'est un genre qui est vraiment bien installé. On pense à Walking Dead
qui avant d'être un carton en série a été un carton en comics. En comics, ouais, c'est le Walking Dead. À chaque fois qu'un tome de Walking Dead sortait, parce que la série est finie, ça faisait un pic dans les ventes. On voyait juste les ventes de comics faire des pics. Et à chaque pic, on peut savoir que ça, c'est Walking Dead. C'est un Walking Dead qui sort. Donc ouais, il y a toujours eu un attrait. Le comics, à la base, ça reste quand même quelque chose, une lecture de niche. Le genre super-héros, c'est énormément démocratisé, mais le comics, c'est un genre de niche, avec les films bien sûr, et le comics d'horreur, c'est vraiment pour les initiés, quoi. C'est pour ceux qui connaissent, qui veulent un peu, voilà, qui veulent retrouver un peu ce côté un peu subversif, des histoires où il va y avoir des gros mots, des histoires où il va y avoir des morts ou des choses gore qui vont se passer. Alors, pour prendre un terme du cinéma, qui vont pas se passer du coup hors champ, mais qui vont se passer dans la case, quoi. Donc c'est quelque chose qui plaît et qui revient et qui doit sûrement correspondre aussi à une ambiance, à une période par rapport à ce qu'on traverse nous en tant qu'humains, tout simplement. Complètement. Ouais, donc ça doit se jouer. Et du coup, selon vous, quelle est la bonne recette ? Parce que tu disais en début d'émission que je t'ai pas demandé la définition du bon horreur, mais horreur globalement. Quelle est la bonne recette pour un bon comics d'horreur ou un bon film d'horreur ? Et quels sont les éléments incontournables ? Alors, je sais pas si ce sont les mêmes que ce soit pour un comics ou pour un film, par exemple, si on doit rester sur ces deux formes d'art, de divertissement. Mais globalement, moi, je sais que j'ai passé un bon moment après qu'une lecture horrifique déjà m'a fait réfléchir. Moi, j'ai besoin de façon générale, j'ai besoin qu'une œuvre soit intelligente, mais je trouve que c'est d'autant plus important que ce le soit dans un récit horrifique. Je sais pas si Judith, tu seras aussi de cet avis, mais moi, j'ai de plus en plus de mal avec les récits horrifiques, encore une fois, quel que soit le format, qui prennent le lecteur pour un imbécile, quoi. Ouais, ou fainéant, tu vois, j'ai envie de dire fainéant, qui récite les codes. Vraiment en mode checklist, ok, il faut une scène de meurtre gore, il faut une scène avec une personne enfermée dans un lieu clos, il faut qu'il y ait... Voilà. Quand l'auteur... Mais justement, est-ce que c'est pas incontournable de citer ces éléments pour rentrer dans le... Il y a des récits horrifiques qui arrivent à appliquer la recette, mais qui apportent toujours leur petite touche en plus, le petit twist. Et il n'y a pas forcément besoin que ce soit original, encore une fois, ça peut être simplement les codes très bien réalisés. Pour prendre un des génies de l'horreur, si on prend Kubrick avec son Shining, si Shining marche aussi bien, alors que en soi, ça vient s'adapter d'un bouquin de Stephen King, mais en soi, le film, il n'a pas vraiment d'originalité dans le déroulé d'un truc horrifique. On a une famille bloquée dans une maison, voilà, et l'horreur va grimper crescendo. C'est juste que c'est esthétiquement parfait, c'est bien joué, et il y a de très bonnes idées de mise en scène. Il y a des très bonnes mises en scène sur le son, sur l'ambiance, et qui font le travail à merveille, quoi. Donc on est dérangé, même sur des scènes où il n'y a rien de spécialement horrible à l'écran, et c'est ça qui fait la force d'un film comme ça. Et en comics, on peut avoir la même chose, on peut avoir des récits où il n'y a pas forcément du sang partout, un monstre vraiment moche à l'image, ou une scène particulièrement angoissante pour le personnage, mais des fois il y a juste on tourne les pages, on lit. Peut-être que tu en as vu trop aussi, ces scènes-là, et que ça devient répétitif. Quand t'es fan d'un genre, forcément, t'en as vu beaucoup. Donc au bout d'un moment, tu vois les ficelles. Et si les ficelles sont trop flagrantes, tu te dis, c'est pas un bon récit. Effectivement, il y a peut-être aussi ça qui joue. Mais malheureusement, je suis obligé de parler d'horreur avec ma vision d'habitué du genre. Mais ouais, donc il n'y a pas de recette miracle. C'est juste, il faut que ce soit un récit intelligent et qu'il soit intelligemment travaillé. Voilà, globalement. Et toi, Judith écoute, je trouve que Jimmy a plutôt raison. C'est vrai que voir les ficelles et voir la recette avant même de voir le contenu du film, si tu veux, c'est toujours du film ou du comics, c'est toujours pénible, et c'est assez le signe d'un travail raté, plus ou moins. Après, c'est un peu comme la définition de l'horreur, si tu veux, c'est difficile à dire parce qu'il y a en fait, il n'y a pas exactement de recette. Dans un film, plus que le scénario, moi, c'est vrai que je suis toujours assez attachée à la mise en scène qui, en général, raconte au moins autant, en tout cas quand elle est riche. Donc, avec une bonne mise en scène créative, et voilà, comme disait Jimmy, effectivement, il y a toujours moyen, même avec une trame assez simple, assez déjà vue, de faire un film complètement nouveau grâce à la mise en scène. Donc, après, ça vaut pour tous les genres de films. Mais... Un bon film d'horreur, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir conscience de l'exigence que nécessite ce genre-là, de jouer avec le hors-champ, mais alors pas forcément dans un film dans lequel on verrait rien, hein. C'est-à-dire que jouer avec le hors-champ, finalement, c'est aussi jouer avec ce qu'il y a dans le champ et être très conscient de ce que tu montres, et les éléments horrifiques, savoir réellement les mettre en scène et les prendre pour ce qu'ils sont. Par exemple, là c'est très relatif à mes goûts personnels, mais je suis pas très fan des films qui sont très gore pour être gore. Alors j'ai rien contre le gore, hein, ça peut être très intéressant, ça peut être
très beau même, mais c'est-à-dire j'aime bien que ce soit mis en scène de manière esthétique et que en fait si tu montes beaucoup de sang, le sang il soit assez signifiant et qu'il soit pris en compte dans la mise en scène et que ce soit pas juste un fluide corporel dont tu vas peindre partout les murs. Peut-être qu'aujourd'hui on justifie le sang juste par le sang en disant voilà ça suffit, ça répond au code. C'était un peu ce qu'avait fait pour la promo du remake de comment ça s'appelle de Evil Dead, où c'était ils avaient fait la promo sur dans le film tout le sang sera du vrai sang, enfin du vrai sang, du sang liquide et pas du sang numérique. Ils avaient fait la promo juste sur cet élément-là. Bon, le film est mauvais, mais on l'a senti quand on a parlé. Mais voilà, ils avaient fait la promo sur ça justement, précisément sur ce point-là, genre on revient aux bases. Il y aura du vrai faux sang, on sera pas sur un truc lisse, machin. Mais bon, ça suffit pas finalement. Oui, non, ça suffit pas. Enfin, voilà. Ok, très bien, c'est très clair. Tu disais un petit peu tout à l'heure que le genre super-héros est très démocratisé, et notamment j'avais répondu par rapport au film. Ouais. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, l'horreur est devenue un peu marketing ? Alors, pour exemple, on a notamment remarqué, lié aux comics, la sortie de New Mutant. Donc, ils ont donné un aspect mutant assez horrifique. Le film, clairement, est considéré comme horrifique. Sur la promotion, en tout cas, la communication du Doctor Strange 2, il est dit comme un film d'horreur, alors que c'est pas forcément lié aux comics de Doctor Strange. Et notamment, il y a eu un film, une sorte de dérivé de Superman qui s'appelle Brightburn, c'est ça ? Brightburn, qui était, moi j'ai trouvé ça très nul, c'est pas grave. Et est-ce que du coup ça peut faire vendre aujourd'hui, vu qu'on a parlé un peu plus haut que ça marchait bien et que c'est connu aujourd'hui ? Le genre qui marche le mieux au cinéma, qui fait juste le plus d'entrées, c'est les super-héros. Ça, voilà, ça écrase tout. Il suffit de regarder les chiffres du box-office. Il n'y a pas photo, il n'y a même pas match. Les films de super-héros, ça écrase vraiment toute la concurrence. Et je pense que les gens qui font ces films se disent, ok, bon, des fois, il y a un réalisateur qui dit, moi, j'ai envie de faire autre chose que juste un film de super-héros. Justement, j'ai envie de sortir un peu de ces cases-là. Et j'imagine qu'un truc qui est tentant de faire, c'est quand c'est pas de la comédie, comme on peut le voir un petit peu avec les films genre Gardiens de la Galaxie ou dans une certaine mesure les Deadpool, où on met beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, etc. C'est de partir sur de l'horreur. Et effectivement, New Mutants avait été vendu comme limite comme un film de super-héros avec de l'horreur. Ouais, complètement. Et le résultat, le film a des qualités. Le film n'est pas mauvais. C'est un bon film dans l'univers des X-Men, New Mutants. Mais il n'a d'horrifique que certains éléments. C'est-à-dire que globalement, oui, il y a certains... Enfin voilà, la créature, en tout cas le gros monstre qui est présent, la grande menace dans le film, joue sur se nourrit des peurs des personnages. Un petit peu comme le clown dans ça, par exemple. C'est le même principe. Il se nourrit des peurs, il les matérialise pour faire peur aux gens, pour pouvoir après s'emparer d'eux. Alors, il n'y a pas d'histoire de plagiat ou quoi par rapport au film ça, c'est le scénario qui était déjà dans New Mutants, qui était sorti dans les années, je ne dis pas de bêtises, 90, vous pourrez me corriger en commentaire. C'était déjà le cas à l'époque, la trame était déjà comme ça il y a 30 ans. Mais je ne sais pas s'il y a dans les personnes qui ont été le voir, des fans du genre horrifique et pas trop fans de super-héros qui y sont allés juste pour se dire c'est pour moi un bon moyen de voir un film de super-héros. C'est plutôt l'inverse, je pense. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, à aucun moment le film fait peur. Il y a une ou deux scènes qui sont plutôt jolies dans l'horreur. Mais voilà, de là à dire que c'est un film d'horreur, non. Pour le cas de Doctor Strange, c'est encore un peu différent. C'est juste que là, le film est absolument pas sorti. Je sais même pas où ils en sont dans le tournage ou quoi. Je sais même pas du tout où ils en sont. Mais certaines personnes qui ont été interviewées sur le film ont dit oui, vous allez voir, il y aura des scènes dérangeantes, des scènes horribles. Donc tout de suite on a titré ce sera de l'horreur. Si je dis pas de bêtises, le sous-titre de film c'est Madness quelque chose. Donc forcément ça fait référence à Mouth of Madness de Carpenter. Donc oui, ils veulent vaguement aller par là. Doctor Strange, on est plus sur de la magie. Alors il peut y avoir des codes horrifiques. On sait que Doctor Strange dans les comics, des fois il va aux enfers, il va voir Mephisto. Donc oui, on peut aller sur ces choses-là. Peut-être que c'est un indice pour dire que le film ira dans cette direction-là. Maintenant, de là à dire que Benedict Cumberbatch va nous faire peur avec sa cape rouge sûr, et ses petits signes de la main pour faire des portails, je suis moyen sûr. Et ça reste un film qui sera sûrement pas du tout interdit au moins d'un certain âge. Il sera tout public. Donc non. Et le dernier exemple que tu citais là, Brightburn. Voilà. On n'est pas obligé d'en parler, sinon voilà, je vais citer pour être professionnel, mais sinon c'est pas très grave. On est exhaustif. Et toi, du coup, Judith, est-ce que l'horreur est marketing ? Et pour revenir un peu sur les exemples, alors je sais pas si tu avais vu les New Mutants.
Oui, alors si, je l'ai vu, mais alors là, pour le coup, tu vois, moi j'avais vu, enfin, je regarde assez peu de films de super-héros, et New Mutants, vraiment, j'y suis allée parce que autour de moi, j'entendais dire que c'était censé être un film d'horreur, tu vois. Donc tu as vraiment été pris dans le truc, ok. Ouais, qu'on vraiment. Et j'ai débarqué devant et je me suis dit... Zut, j'aurais jamais dû les croire. Qu'est-ce que je fous là? Oui, pas que je sois pas capable d'apprécier un film qui n'est pas de l'horreur, hein, bien sûr, au contraire, mais là, bon, c'est clairement pas le genre de film que je serais allée voir d'habitude, et si on m'avait pas vendu un film d'horreur, enfin vraiment, voilà. En plus, pour le coup, je l'ai trouvé mauvais. Bon, après, c'est peut-être parce que je connais très très mal l'univers, enfin pas du tout, pour ainsi dire. Oui, non, effectivement, ça c'est pas de l'horreur, et Brightburn, effectivement, c'est vraiment très nul, malheureusement, mais ça répondait peut-être plus au code de l'horreur. Oui, complètement. Ah oui, ça, oui, c'est beaucoup plus un film d'horreur, mais dont on voit les ficelles, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu bâtard, en fait, ce que ça donne toujours les comics de super-héros en version comics ou portée à l'écran, et l'horreur, parce que j'ai toujours l'impression que quand on ressort un film de super-héros, enfin quand on sort un film de super-héros, souvent le marketing c'est un peu genre mais cet épisode sera beaucoup plus sombre que le précédent, et c'est toujours tiré vers le beaucoup plus sombre et beaucoup plus angoissant, comme si mais ça faisait un peu pareil pour dans un autre style pour les Harry Potter par exemple, tu vois, à chaque fois c'était ce sera plus sombre, plus triste, alors que c'est pas ce qu'on cherche en regardant Harry Potter non plus, quoi. C'est pas forcément c'est comme si les équipes se disaient bon, alors est-ce qu'il faut grandir avec notre audience, ou alors est-ce qu'il faut voilà, essayer d'attirer un public plus mûr, et en même temps au départ on part de quelque chose de coloré, plus léger, etc. Et c'est comme si au fur et à mesure les licences développaient une sorte de complexe de s'adresser que à des ados, ou de se dire que on aura un aspect plus intello si finalement on parle de choses tristes et qu'on met moins de couleurs dans le film, tu vois, ce genre de choses. Voilà, puis du coup de virer un peu plus vers l'horreur en se disant peut-être écoute, si on est capable d'aborder des thématiques horrifiques, c'est que on est plus mûr, on est davantage capable on montre qu'on est capable de le faire. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais oui, ou alors c'est simplement pour rameuter le public de l'horreur, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant dans le sens où c'est pas forcément le public le plus large? Enfin, quoi que je dis ça, c'est un public de niche aussi, comme les comics peuvent être de niche, comme disait Timmy. Le film horrifique, oui, quand même. Enfin, oui, après les vrais amoureux du genre, oui. Après, c'est vrai que tu vois, t'as un film comme Conjuring, par exemple, là en ce moment, est en train de faire un carton. Il y a tout le monde qui regarde, c'est pas forcément. Oui. Donc, et quand il y a un nouveau Halloween qui sort ou quoi, oui, ça va attirer du monde. Oui, c'est ça. Je pense que t'as un public pour l'horreur très large, mais qui va taper dans les productions Blumhouse ou Halloween, voilà. Et l'horreur peut-être un peu plus exigeante. Bon, ça fait un peu méprisant de dire ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, l'amoureux du genre et qui va plus chercher effectivement dans les films de niche. Oui, là, tu vois, je pense qu'il y a un peu deux publics horreur, même si le public de niche va a priori aussi aller voir les films d'horreur grand public. Ça, en vrai, on va tous les voir. En fait, je pense à un truc justement par rapport au film. Moi, je pense qu'un bon exemple de film qui utilise les codes de l'horreur, qui est pas forcément un film qui est même pas vraiment un film d'horreur, mais qui utilise un peu ces codes et qui est aussi dans le genre super-héros, c'est Chronicles. Je sais jamais s'il est au singulier ou au pluriel, je crois que c'est Chronicles. Je crois que c'est au pluriel. Ouais, c'est au pluriel. Donc Chronicles, c'est un film où on a donc trois ados qui vont récupérer des pouvoirs et vont apprendre à les maîtriser. Donc ils arrivent à voler, ils sont une super force, ils sont invulnérables, un peu la Superman si on veut. Et tout le film est en fan footage, donc tout le film est monté comme si on avait retrouvé la caméra avec laquelle il se filmait en permanence. Le fan footage qui est un grand classique de film d'horreur, hein, c'est un sous-genre même du film d'horreur à part entière, et qui a cette fameuse montée en angoisse, montée en puissance il va se passer des choses terribles. On n'est pas non plus sur de l'horreur, hein, ça fait pas peur, mais par contre ça aborde des thématiques, on aborde des problèmes très puissants sur la cellule familiale. On a toute cette histoire de vengeance, on a cette histoire de névrose qu'ont certains des personnages. On flirte avec, on utilise des codes de l'horreur, on utilise des codes du super-héros avec les personnages qui apprennent à utiliser leurs pouvoirs, qui volent pour la première fois. Et du coup, ça fait un genre particulier. Et Chronicles qui a, je pense, pas très bien marché. Je suis à peu près sûr qu'il a pas très bien marché d'ailleurs, mais pourtant il est. Je l'avais adoré, tu vois. Il a une certaine sincérité, une certaine finesse dans l'utilisation des deux branches. Donc, si vous devez choisir, n'allez pas voir Brightburn, ne regardez pas Brightburn, mais regardez Chronicles. Je crois qu'ils ont compris dès le début. Non, mais en vrai, Brightburn s'était vendu comme c'est et si Superman était méchant, et alors que Chronicles c'est et si on avait nous des pouvoirs, des super pouvoirs, on verrait que ça tournerait pas forcément bien, on ne deviendrait pas tout de suite le parangon de la justice et de la liberté, quoi. Donc Chronicles ce serait un bon exemple de mix
entre horreur et super-héros en piochant certains éléments de chaque et en proposant un produit assez intéressant. Complètement. Et du coup, on va peut-être aborder un petit point sur les personnages féminins, parce que comme tu disais, c'est l'identité de ta chaîne. Et on a l'impression que personnages féminins et horreur sont assez liés. Notamment, on en parlera juste après, mais il y a Basket Full of Head, donc chez Urban Comics, dans le label Hill House Comics, qui met en avant du coup une héroïne. Et ça commence de plus en plus à avoir des personnages. C'est assez intéressant. D'après toi, pourquoi ? En fait, je pense que dans les comics, je suppose qu'on va observer le même phénomène qu'au cinéma, c'est-à-dire que depuis toujours au cinéma, l'horreur met en scène beaucoup de personnages féminins, beaucoup plus que dans les autres films de genre, enfin les autres genres de films de manière générale, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Les deux principales étant peut-être que pendant longtemps, l'horreur était un genre fait par les hommes, ce qui c'est encore largement le cas, mais de moins en moins. Et en fait, pour beaucoup d'hommes, donc je parle de ça il y a longtemps, mais c'est encore plus valable aujourd'hui. Les hommes voyaient les femmes comme le sexe faible et en fait du coup leur faire vivre des choses horribles, enfin tu vois, en étant le personnage auquel on s'identifie, ça favorise la peur parce que du coup c'est plus effrayant de voir une femme qui est peut-être plus facilement, bon je ne le pense pas évidemment, mais plus facilement effrayée, plus facilement vulnérable qu'un homme, tu vois, c'est plus efficace du coup de la mettre dans le personnage qui subit les choses horrifiques. Donc c'était intéressant pour ça, voilà, à l'époque au cinéma. Au début, ouais. Voilà, et depuis, il y a aussi le côté, si tu veux, j'avais l'impression que les hommes voyaient en les femmes toujours une créature qu'ils comprennent pas, qui est un peu mystérieuse pour eux. Enfin, tu vois, souvent on entend ce genre d'expression un peu genre les femmes on les comprend pas, machin. Et du coup, c'est vrai qu'au cinéma, les femmes sont tout le temps des personnages de fantômes ou de vampires, par exemple. Tu vois, autant c'est vrai. Les serial killers sont quasiment toujours des hommes, ou un peu plus les zombies aussi. Voilà, les horreurs plus concrètes, plus tangibles, plus matérielles sont en général caractérisées par les hommes, donc la force, voilà, le vrai danger entre guillemets, et tout ce qui est plus fantastique, mystique un peu. Voilà, ouais. ce sera les femmes. Donc je pense qu'il y a le côté, voilà, les femmes c'est quelque chose de mystérieux qu'on saisit pas bien, qui peut avoir un côté un peu effrayant dans ce sens-là, et qui du coup va incarner ces personnages-là et sont associés à une horreur plus gothique. Qui représentent des stéréotypes qui existent depuis longtemps, quoi. Voilà, complètement. Et plus récemment, il y a aussi le fait que l'horreur s'approprie beaucoup, mais ça aussi c'est parce que la parole des femmes se libère, mais s'approprie pas mal les oppressions que peuvent vivre les femmes dans la vie, donc le fait de se faire beaucoup assassiner, agresser, etc. Et l'horreur se réapproprie ça pour en faire des sujets horrifiques, parce que c'est vraiment horrifique dans la vraie vie, et du coup l'exploite au cinéma ou donc dans les comics, et je trouve ça hyper intéressant. Et donc du coup, oui, de manière générale et pour plusieurs raisons, les femmes ont souvent été vraiment capitales dans l'horreur. Ouais. Mais là, est-ce que maintenant elles sont pas elles sont plus vraiment victimes, mais à la fin elles deviennent combattantes et victoriennes. Ouais. Complètement. Alors je pense que tu peux pas découper strictement par époque. À une époque elles étaient victimes, et maintenant elles sont combattantes. Tu vois, il y a une évolution qui fait que voilà, la balance penche un peu au fil des années, quoi. Mais voilà, je pense que tu as un peu des deux à chaque époque. Mais effectivement, ça va, tu vois, avec le fait que maintenant aussi il y a davantage d'autrices féminines, et le fait qu'on se réapproprie les peurs des femmes et ce qu'elles vivent, etc. Oui, forcément ça tend à des problématiques et des sujets de réappropriation de son propre pouvoir, de son corps aussi. Voilà, de réaffirmation, la sexualité, parce que sexualité horreur c'est un très vaste sujet, donc oui, voilà, non mais effectivement les personnages féminins c'est particulièrement intéressant dans l'horreur, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne dessus, tout simplement. Mais je pense que c'est tout à fait transposable aux comics, ouais. Ok, super. Et du coup, Didemi, qu'est-ce que par rapport aux lectures que tu as pu avoir? Alors, globalement dans les comics, on est sur des personnages comme on est sur un lectorat qui est quand même majoritairement masculin. Globalement, on retrouve généralement des héros qui sont des hommes, tout simplement pour que le lecteur s'adapte, enfin comment dire, pas s'adapte, mais va s'identifie, exactement, va toujours s'identifier au personnage. Et les personnages féminins, malheureusement, dans des mauvais comics, et il y en a beaucoup, comme il y en a de très bons, les personnages féminins vont être hyper sexualisés. La Demoiselle en détresse et tout, on est encore même aujourd'hui sur des nouveaux albums qui sortent et qui sont comme ça. La bonne nouvelle, c'est que ça change aussi dans les comics, hein. On pense à des personnages qui avant étaient très sexualisés et qui deviennent vraiment des héroïnes. Des femmes fortes aussi. Genre on prend dans les comics on a un peu ce phénomène là, déjà de base dans les comics les protagonistes sont souvent masculins parce que le lectorat est principalement masculin, du coup c'est plus facile pour s'identifier aux personnages. Et les personnages féminins, malheureusement, quand c'est mal fait, ils sont hyper sexualisés, ou c'est simplement la demoiselle en détresse, mais ça évolue heureusement.
dans le bon sens. Les personnages féminins sont maintenant de plus en plus les protagonistes ou des personnages très forts, voire même le personnage qui va sauver la situation. Et dans les comics horrifiques plus précisément, je dirais que globalement on est encore sur des personnages masculins principalement. Pour le moment, j'ai pas forcément d'exemple de comics à succès, à vrai gros succès où le personnage principal est une femme. Un très bon exemple récent, c'est évidemment, on l'a déjà évoqué rapidement, mais on va pouvoir rentrer un peu en détail, c'est le fameux Basket Full of Heads où là le personnage principal est une femme et là on est vraiment sur la même chose, ça marcherait en film, complètement. Mais on a dans les comics on garde encore le personnage masculin, on va dire, comme personnage principal. Mais je rejoins exactement ce que disait Judith sur le fait que les personnages féminins dans les récits horrifiques, ça va plus être le personnage un peu mystérieux qui va être une menace par la malice, qui va être un peu énigmatique, qui va être plus sur je vais envoûter ton esprit, plus que sur la non subtilité, on va dire, de j'ai une hache ou je commande une armée de monstres, quoi. Globalement, mais globalement, dans les comics peut-être que c'est un peu ça manque encore de personnages féminins, on va dire, dans les comics horrifiques. Mais c'est en bonne voie. Mais même globalement, j'ai envie de dire, moi qui suis fan de l'horreur, c'est que ça manque. Déjà de base, ça manque de comics horrifiques. Mais c'est juste que là, déjà que le comics c'est un marché niche, là on est sur du niche de niche, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très pointu. Mais ça se développe. C'est vraiment une très bonne chose et on en a de plus en plus. Donc j'attends de voir. Et évidemment qu'on veut plus de comics avec plus de variété, quoi. Moi j'ai hâte de lire des comics horrifiques où les personnages principaux sont des enfants. On a un peu ça avec Lock and Key. Mais qu'on n'est pas que juste hommes et femmes, on peut avoir et même j'en sais rien, moi on pourrait imaginer un récit horrifique où le personnage principal c'est un animal, pourquoi pas, un chien, un lapin, peu importe, qui ait une histoire qui soit horrible, ça pourrait tout à fait fonctionner. Moi je suis à peu près sûr que ça marcherait, quoi. Bon bon entendeur, s'il y a des scénaristes derrière, on est là. Écoutez, c'est très très intéressant d'avoir les clés pour comprendre mieux l'horreur, que ce soit dans les comics ou dans les films, et on finit l'émission comme d'habitude en parlant de comics. Et du coup je vous ai demandé de citer 2 comics liés à l'horreur que vous préférez. Et du coup, Judith, toi, tu as sélectionné un qu'on parle beaucoup dans cette émission, Basket Full of Heads. Pourquoi déjà parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, c'est en tout cas des comics que m'a prêté Jimmy, c'était celui avec une héroïne en personnage principal, donc ça m'a intéressée et je l'ai trouvé très efficace. Et alors ce dont on n'a pas trop parlé, mais un parallèle intéressant à faire entre comics et cinéma, c'est que il fait partie de ceux qui m'ont beaucoup surpris, agréablement surprise dans la manière de rendre cinématographique une planche de bande dessinée, en fait. Et en fait, il y a plein d'éléments qui réadaptent des codes du cinéma à la vignette, donc c'est la manière de jouer sur le hors-champ et surtout de rendre les choses très, très cinématographiques, une manière d'inventer du mouvement. Mais il y avait ça aussi dans Plot, du coup, aussi que The Plot chez iComics, qui est très très bien. The Plot. Plein de techniques trouvées pour créer du mouvement sur des dessins, tu vois, sur des cases, réinventer vraiment l'aspect page de bande dessinée pour la rendre cinématographique. Bon, alors finalement, du coup, c'est des codes qui ne sont pas que propres au cinéma, puisqu'on les retrouve dans les comics, mais je trouve ça très intéressant, c'est cette manière de reprendre des codes de l'horreur et de l'image en mouvement et de les réadapter au format bande dessinée. Franchement, je trouve ça assez impressionnant et donc très agréable à lire. Et donc, Basket Full of Heads, au départ, j'étais pas forcément très fan justement du traitement du personnage féminin, où je me disais, bon, ok, ça va être l'héroïne, mais on va retomber dans vraiment du classique. Oui, c'est vrai que le début... oui, beaucoup de remarques sexistes, etc. Voilà, et d'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, c'est intéressant parce qu'elle se rebelle et évidemment elle affirme son pouvoir parce que elle coupe des têtes aux mecs qui la font chier. Et elle continue à parler avec ces têtes-là parce qu'elle reste vivante. Voilà, donc c'est assez jouissif. Mais bon, par contre, c'est pas tellement contre cet aspect-là qu'elle se rebelle, entre guillemets. C'est pas vraiment le sujet du livre. Mais toujours est-il que, malgré tout, elle se rebelle. Et du coup, non, ça c'est intéressant. Mais c'est tout en subtilité parce que c'est un personnage qui devient par moments vraiment toute puissante dans le sens où elle a pas du mal à couper la tête des mecs qui l'emmerdent. Et après, elle a les pleins pouvoirs sur eux parce que, effectivement, ce ne sont plus que des têtes parlantes et elle en fait un petit peu ce qu'elle veut, mais c'est plus subtil dans le sens où elle se pose quand même un peu la question de la légitimité de ce qu'elle est en train de faire, de comment est-ce qu'elle peut vivre avec ça, et une fois qu'on a quelqu'un qui a une tête coupée, qui est encore consciente mais qui ne peut rien faire d'autre, qu'est-ce qu'on en fait, des questions morales se posent, et c'est un personnage qui mine de rien passe par pas mal de questionnements à travers ça, et c'est vraiment intéressant, je trouve, la manière dont ça se réapproprie les codes de l'horreur en proposant quelque chose qui est
purement horrifique, mais assez nouveau, assez frais. Voilà. Complètement d'accord. Très belle critique. Et toi, Jimmy, du coup, tu as choisi Black Monday Murders, encore un titre à rallonge. Lié à l'horrifique, peut-être. Ouais. Donc, c'est par Jonathan Hickman, un auteur que j'aime beaucoup, et qui donc sort ce comics qui sera du coup en 3 tomes. Il y a déjà 2 tomes qui sont sortis. Je crois que ce sera en 3. Et on est sur un univers qui fait beaucoup penser à si on doit penser à des films, par exemple à Seven. Si on doit penser à une série télé, ça serait True Detective. Ce que j'aime énormément dans Black Monday Murders, c'est qu'on va suivre un flic qui va être l'archétype du héros extrêmement pragmatique, terre à terre, qui ne croit pas du tout à l'occulte, au surnaturel. Un peu à la Mulder dans X-Files, quoi. Enfin, la Scully plutôt dans X-Files, mais vraiment, c'est une sorte de mix d'ailleurs, puisque au bout d'un moment, il va commencer à croire. Et on est sur une histoire très sordide de sacrifices humains ritualisés pour influencer les cours de la bourse, parce que c'est la thématique de cette histoire. Je m'y attendais pas. Hein. Ouais, non, c'est très très cool à ce niveau-là. Et on a un jeu. Alors pour le coup, on n'a pas vraiment un jeu sur les mouvements, parce que comme tu disais, Judith, on va avoir plutôt un jeu sur la lumière. De la même façon qu'on a ça dans pas mal de films d'horreur où on va avoir du jeu sur la lumière, là on a ça dans les cases où on va avoir des fois des choses qui se passent vraiment dans la pénombre, et on va juste déceler une grimace étrange sur un visage dans la pénombre sur une case. Des fois limite on va regarder on va lire la page, il y a un petit truc qui nous a dérangé, on tourne et on se dit mais attends, mais il y avait vraiment un truc bizarre, et on revient et on a un petit frisson de mon Dieu, j'avais raté ça alors que c'était une page figée, quoi. Donc on a vraiment cette ambiance très très horrifique qui grimpe petit à petit, et encore une fois pour reprendre un petit peu ce que j'avais dit, c'est un récit qui est très intelligent, c'est-à-dire que ça va donner les clés petit à petit de ce qui se passe, nous laisser entendre que tout ce qu'il y a n'est pas forcément ce qu'on pense être, et en fait on suit cette enquête et on plonge avec le personnage principal, donc le flic, dans cette horreur qui est omniprésente finalement, et on y plonge petit à petit, et on n'a pas le choix que d'avancer si on veut résoudre avec lui cette enquête de meurtre qui à la base est juste c'est un meurtre. Quand même, il peut y en avoir plein d'autres, mais qui a ce petit élément différent qui fait que on va se plonger dans l'horreur, les 2 mains et les 2 pieds devant. Et donc c'est vraiment un très très bon récit, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment une très bonne enquête dans un univers horrifique, ça fonctionne très très bien. Ok, super, c'était très intéressant. Merci à vous deux pour avoir parlé horreur et comics et cinéma et séries. Pour les comics, petite nouveauté, maintenant on a notre site en ligne, comicscorner.fr. Vous pouvez retrouver tous les comics en boutique, aussi en ligne, donc Basketful of Ed et Black Monday Murders, c'est possible aussi. Nous, on se retrouve pour de prochaines émissions, on planche dessus. Par contre, pour info, déjà, on sait que le mois d'août, on va se reposer. Donc, il n'y aura pas d'émission, mais on reprendra pour juillet et pour la rentrée. N'hésitez pas à commenter, partager, donner votre avis sur l'horreur et le comics. Et n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne Demoiselles d'horreur. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, on partagera la chaîne. Mais oui, il y aura aussi le lien en commentaire. C'est quoi tes prochaines... Ils se bousculent pour me faire de la pub, ça. Mais oui, non, mais on n'en peut plus. C'est trop bien. T'as des prochaines thématiques dont tu peux parler ou pas Alors, la prochaine vidéo que je vais sortir, ce sera une vidéo biographique. Ce sera un format un petit peu hors série où je vais parler d'une femme qui a été importante dans l'histoire du cinéma d'horreur et dont le mérite a été longtemps volé. Voilà. Et donc, je vais essayer de contribuer à la réhabiliter, ce que pas mal de gens essayent de faire ces derniers temps. Et avant de reprendre les analyses classiques, quoi. Super. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Ciao.